chers amis internautes, depuis la Chambre de commerce et de culture de Belgique et du Luxembourg au Pérou, nous vous saluons et nous rencontrons, comme vous le savez, des écrivains, des passionnés de littérature. Et aujourd'hui, nous avons une personne tout à fait spéciale dans la personne de Joseph Ndouagnier, qui est à la fois grand écrivain, mais aussi quelqu'un qui se penche beaucoup sur la partie de la santé de ses semblables. J'ai cité Joseph Ndouagnier. Joseph, bonjour. Vous êtes là au Rwanda. Nous vous écoutons. Bonjour, mon cher Guy. Un grand merci en tout cas de m'inviter à cette réunion depuis le Pérou. Et moi, je suis justement au Rwanda en ce moment. Et voilà, finalement, ce n'est pas la distance physique qui est la plus importante. Vivement la technologie. C'est Hein, vrai, c'est vrai. et Il y a voilà. ceux qui sont proches par le cœur et par l'esprit. Je crois que là aussi, on peut aller parfois même au-delà de la technologie. Ah oui, oui, bien sûr, parce que on se rend compte parfois que les gens qui ne sont plus très éloignés sont les plus proches dans la façon, en tout cas, de regarder le monde, d'appréhender le monde que nos propres voisins de palier. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour vous situer un petit peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, euh, où êtes-vous né? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre profession? Ou quels sont vos points d'intérêt de façon étendue? Alors, je suis né au Rwanda, au pays des mille collines, Magnifique, non? et un pays que j'ai quitté il y a longtemps, il y a 35 ans, pour aller faire des études en Belgique. Donc, je travaille dans le domaine de la santé, euh, d'abord en tant que laborantin, puis en tant qu'infirmier. Et, euh, et en même temps, je suis devenu plus tard écrivain. Voilà. Et Voilà, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. tout à fait. Et puis, vous êtes penché sur, quand on parle du domaine de la santé, évidemment sur des tas de cas, mais aussi sur un cas tout à fait particulier qui est celui de la drépanocytose, dont on vient encore de parler aujourd'hui aux informations, et pour laquelle vous avez fait un ouvrage qui s'appelle Plus fort que la hyène. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, c'est une maladie qui se transmet par les parents et qui touche les globules rouges, qui en général une forme ovale et qui savent se faufiler dans les vaisseaux sanguins pour apporter l'hémoglobine, c'est-à-dire apporter l'oxygène dans les tissus et dans les organes. Et en cas de drépanocytose, euh, les globules rouges quittent leur forme ovale et se transforment en faucilles, ce qui complique leur passage dans les vaisseaux et évidemment, ça entraîne un manque d'oxygène suffisant dans les organes, notamment les organes qui nous protègent, comme la rate, etc. Et cette difficulté de franchir les vaisseaux, hein, des globules rouges, donc, occasionne des douleurs, de très fortes douleurs. Et c'est une maladie qui est... Oui, on est avec, donc les symptômes se manifestent assez tôt dans la vie. Et donc, les enfants qui souffrent de cette maladie sont souvent sous des traitements d'antidouleurs depuis le jeune âge et puis des antibiotiques qui les protègent contre les infections. Voilà. Cette maladie, euh, pour le moment, on vit avec des traitements qui permettent de diminuer les douleurs, en tout cas de retarder les crises de douleur. Mais il arrive que ces patients arrivent dans le service où je travaille, qui est le service de greffe de moelle ou de cellules souches, euh, qui concerne en fait à donner la moelle de quelqu'un d'autre pour remplacer une moelle malade et donc guérir le patient. Mais c'est très peu de patients, malheureusement,
qui ont accès, en tout cas qui sont éligibles pour ce traitement, parce qu'il faut des analyses très poussées et malheureusement, tout le monde ne trouve pas facilement un donneur. Voilà pour résumer la Tout à situation. fait. Mais Et ici, c'est une dans votre maladie qui ouvrage, existe. Pardon? mais ici, dans votre ouvrage, vous faites expliquer cette maladie particulière par un enfant et de façon extrêmement délicate. C'est-à-dire que le métier que je fais, en tout cas le métier de soignant, c'est un métier qui côtoie la douleur euh, du matin au soir, je vais dire. Et évidemment, chacun des soignants essaie de trouver une façon de, de, d'évacuer la tension, d'évacuer évidemment, de ne pas accumuler cette douleur des autres qui nous touche quand même parce qu'on soigne des êtres humains. Et, et chacun a sa manière de le faire. Il y en a qui font du sport, il y en a oui, qui font du yoga, il y en a qui font de la musique, il y en a qui... entre autres, moi, je le fais par l'écriture. Donc, Donc, vous c'est un trouvez milieu dans l'écriture une forme de psychothérapie? Oui, on peut appeler ça comme ça, en tout cas, pour vraiment quelque chose, pour se détendre, pour se déstresser, en tout cas, pour ne pas accumuler cette souffrance des autres et finalement aussi en devenir malade. Et donc, j'essaie de le faire par l'écriture. C'est le milieu de la souffrance. La souffrance est inspirante. Et donc, il faut essayer de s'inspirer de ça pour pouvoir en tirer quelque chose de positif et de le partager avec d'autres, simplement. Mais en fait, vous le faites d'une façon tout à fait remarquable parce que non seulement ça pourrait éventuellement vous aider, vous, pour justement ne pas accumuler toute la souffrance des autres, comme vous le dites, mais en même temps, vous aidez ceux qui sont dans la souffrance, qui permettent aussi d'expliquer ce qu'ils ont, parce que c'est une maladie qui n'est pas toujours facile à expliquer, de pouvoir l'appréhender peut-être mieux. Et donc, il y a un côté pédagogique, il y a un côté aussi de transmission de cette aide à d'autres pour pouvoir justement pouvoir expurger aussi peut-être leur propre souffrance. En tout cas, euh, j'estime que c'est une chance que j'ai de pouvoir le faire, de pouvoir en tout cas le partager à un grand nombre. Et voilà, ça m'aide à moi euh, personnellement, mais ça peut aider aussi les autres à comprendre le domaine aussi des médicaux ou le domaine des soignants sans être scientifique. C'est vraiment dans le cadre de la littérature que je fais et j'essaie de raconter euh, des histoires qui puissent permettre aux gens de comprendre en tout cas, du moins ce que je fais, mais aussi euh, apprendre certaines maladies ou euh, voilà, certaines choses qui se passent à l'hôpital. Ce n'est pas toujours à propos de la maladie, ça peut être des histoires drôles qui se passent dans l'entreprise de l'hôpital au quotidien, les relations interpersonnelles, les conflits avec la hiérarchie, donc, c'est tout un mélange d'histoires qui me viennent oui, avec mon inspiration. Donc, au quotidien, j'ai des choses, je note, je dessine pour en faire plus tard ou pas un livre. Voilà. Et alors, vous êtes donc né au Rwanda, dans le pays des mille collines, c'est un très très beau nom. Et puis, vous avez voyagé en Europe, en Belgique. Vous y avez étudié, travaillé, vous avez formé famille. Mais vous êtes aussi sorti de Belgique et vous avez fait d'autres voyages, l'appel du monde, et pas seulement juste pour découvrir d'autres paysages, vous avez aussi fait une quête des ancêtres, mais curieusement, pas en Afrique, vers le Nouveau Monde. Et ça, c'est un peu dans les derniers éléments. D'ailleurs, c'est à travers ce mouvement que nous nous sommes rencontrés à Lima, au Pérou, où je me trouve, et vous, au Rwanda, un petit peu dans le pays natal, à le moment où vous êtes pour le moment. Oui, en fait, depuis tout jeune, j'ai toujours été curieux et surtout, j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours voulu
quelque part échappé au destin qui m'était voilà, qui Imposé. était tracé de vivre dans mon petit village, dans un petit bel hôpital où j'ai commencé à exercer mon métier et de continuer de vivre là-bas et, et de rester au pays. Mais très tôt, j'ai voulu aller voir plus loin, d'aller oui, étudier un peu plus, mais aussi aller découvrir d'autres mondes. Et ça ne s'est pas arrêté en Belgique, effectivement. Et j'ai découvert, j'étais intéressé par l'Amérique latine. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais s'il y a des choses parfois qu'on ne sait pas expliquer, c'est le feeling que vous avez en vous. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Bolivie, c'était en 2002 ou 2001, pour voir un peu comment on soignait là-bas. Je voulais voir si ça ressemblait à ce que j'avais connu au Rwanda, parce que c'était un petit hôpital rural dans le sud de la Bolivie, près de la frontière avec l'Argentine. Et j'ai eu vraiment une chouette connexion avec ce pays-là, avec une partie de l'histoire du pays, avec la beauté du pays. Et je me suis juré de retourner là-bas un jour. Voilà, et quand j'ai eu l'opportunité d'y retourner, euh, quand j'y étais pour la première fois, j'écrivais pas encore de livre, hein. Et quand j'y suis retourné, euh, je me suis dit, voilà, j'ai un sujet pour mon livre, pour un livre dans le futur, et c'est comme ça que voilà, j'ai continué à avoir le contact avec l'Amérique latine, dans la Bolivie et puis les autres pays. Comment est-ce que ce thème est arrivé? Parce que le fait d'aller dans un pays, en Bolivie, au Pérou, au Mexique ou ailleurs, ne signifie pas obligatoirement y rechercher des racines, y rechercher des ancêtres. Comment est-ce que cette idée vous est venue? J'imagine pas obligatoirement dans un hôpital. Alors, quand je voyage, c'est pour découvrir le pays. Donc, sur ses différentes facettes, son histoire, sa beauté, rencontrer les gens. Et il se fait que quand je suis allé en Bolivie, avant d'aller d'abord, je me suis documenté et j'ai appris qu'il y avait euh, une mine qui s'appelle la mine de Potosi qui, dès le 15e, 16e siècle, était exploitée par en fait une mine d'argent et que cette mine a été à un moment donné le pourvoyeur de l'argent, d'argent non seulement de la cour royale espagnole, mais de tout l'Occident finalement. Il y avait tellement d'argent que on a creusé, creusé, et que à un moment donné, la main-d'œuvre indigène n'était plus assez suffisante et que le colon espagnol est allé chercher des esclaves en Afrique. Et donc, quand j'ai appris cette histoire, j'ai eu la curiosité d'aller découvrir cette mine-là. Et j'ai été là-bas, j'ai été dans la mine. C'est impressionnant comme endroit. Mais en dehors de l'aspect claustrophobe et de l'histoire, parce qu'il y a un musée aussi d'argent là-bas que j'ai visité. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le fait de ne croiser aucun noir dans cette ville. Alors que j'avais lu que quand même il y avait eu des milliers de noirs qui étaient arrivés pour travailler dans cette mine-là. Et donc, ça m'a intéressé, j'ai interrogé les gens et je n'avais vraiment pas toujours de réponse à cette question, mais finalement, euh, on m'a dit que ce qui était rescapé de cette mine, parce que il faut dire que les conditions étaient très difficiles, on descendait parfois apparemment plus de 4 mois sans remonter de la mine, il fait très froid, il n'y a pas assez d'oxygène, donc au niveau de la santé, c'est pas l'idéal. Donc, beaucoup de D'ailleurs, ces on l'a esclaves, appelé la Sumac Orco, mais c'était le nom ancien de la montagne, mais on l'a aussi appelé le cercueil d'argent, voilà, parce que ce et sont que des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui sont décédées à la recherche de l'argent de cette mine.
Et j'imagine que dans les personnes qui ont été chassées, attrapées, emmenées de force, déracinées pour aller travailler très loin de chez elles et mourir pour fournir un élément financier, économique et autres pour enrichir d'autres, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, de puissant et Oui, de dramatique. d'ailleurs, on dit souvent que en alignant les squelettes des gens qui ont travaillé, qui sont morts dans cette mine, on pourrait relier l'Amérique latine à l'Espagne, par exemple, pour dire combien il y a eu de morts dans cette mine. Et donc, je voulais aller sur la trace vraiment des descendants de ces esclaves, donc aller à la rencontre des Afro-Boliviens, et parce qu'on m'avait renseigné les endroits où ils se trouvaient, notamment euh, au-dessus de La Paz, à Coroico, la région, dans les Yungas. Et, et, euh, et donc, j'ai été euh, D'accord. à la rencontre de ces gens, mais je ne l'ai pas fait à la première visite parce que je n'avais pas le temps. Mais justement, je suis retourné pour cette raison-là, et ils m'ont gentiment accueilli, et ils m'ont expliqué leur parcours, ils m'ont expliqué leur façon de vivre. Et voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai un sujet de livre, et ils ont accepté que je puisse construire une histoire à partir de la leur, et expliquer un tout petit peu, je vais dire, c'est un roman, mais qui raconte quand même un tout petit peu le parcours de ces descendants d'esclaves depuis leurs ancêtres transportés en Bolivie et jusqu'aujourd'hui, et ce qu'ils pouvaient vivre comme difficulté dans la société globale de la Bolivie. J'imagine que ça doit être très riche en émotions, ces rencontres. Ces personnes pour lesquelles peut-être très peu de personnes se sont penchées sur leur vie, sur leur passé, ça a dû aussi réveiller en eux énormément d'émotions, énormément d'éléments qui étaient à la fois de beauté, mais de souffrance, de larmes et de moments intenses. En tout cas, ceux qui m'ont accueilli chez eux dans leur communauté, une petite communauté qui s'appelle Arapata, à Dorado Chico précisément, pas loin de Coroico. On a passé tellement de bons moments, et ils sont très intéressés de savoir comment est l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui tiennent à leur culture, à la culture de leurs ancêtres. Et c'est parfois des cultures mélangées parce que c'était des ancêtres qui venaient de plusieurs pays. Mais ils tiennent à cette culture africaine, ils ont encore des traditions africaines. Ils étaient vraiment curieux de savoir comment nous on vivait, on célébrait les mariages, on, on enterrait nos morts, Et est-ce que vous, oui, à l'inverse, est-ce que vous avez découvert des pratiques qui vous rappelaient des éléments culturels d'Afrique, du Rwanda, de ce que vous connaissiez déjà ou pas? c'est plus au niveau euh, euh, parce qu'il faut dire que là, je vais retourner très bientôt d'ailleurs. Euh, j'ai découvert un tout petit peu leur vie, mais pas tellement, mais c'est quelque chose qui doit prendre beaucoup, beaucoup de temps, entrer vraiment dans la vie des gens. Mais par exemple, rien au niveau des paysages, au niveau du climat, il m'est arrivé de me retrouver dans un champ de quelqu'un, et me croire, par exemple, chez ma grand-mère, parce qu'il y avait le maïs, il y avait le manioc, il y avait les pommes de terre, il y avait les patates douces, il y avait les mangues, il y avait les mêmes fruits. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je suis où là? Donc, rien que ça. Et puis, au niveau de la musique, au niveau des tambours, au niveau des rythmes, au niveau de pas mal de choses, au niveau des processions. Et euh, dans ce petit village, par exemple, cette communauté de Rado Chico que j'ai découvert, un saint noir, par exemple.
ils vénèrent un saint noir. J'avais jamais vu un saint représenté en noir. Et donc, c'était quand même voilà, quelque chose aussi que je découvrais. Et, mais vraiment, cette idée de la soif de connaître l'Afrique, un continent qu'ils connaissent, mais finalement par des livres ou autre chose, mais sans y avoir nécessairement accès. Et que beaucoup souhaiteraient, rêvent de visiter l'Afrique. Et ils étaient souvent étonnés que je fasse cette démarche-là, alors que c'est l'inverse. Ce qui se fait généralement, c'est les descendants des esclaves, ou en tout cas des descendants d'immigrés, qui veulent retourner découvrir d'où ils viennent. Et que moi, ça m'intéresse plutôt d'aller les rencontrer pour connaître leur parcours, et ça, ça les intéressait. Et puis, vous avez Voilà. débordé de Bolivie, puisqu'en définitive, votre encrier, votre mal-être, votre clavier vous a emmené aussi sur d'autres pays d'Amérique latine. Nous nous sommes retrouvés au Pérou d'ailleurs, dont le premier saint dans la ville de Lima, son premier saint homme est noir. C'est San Martín C'est de vrai. Porres. C'est le Ah premier ouais. saint, c'est un saint dominicain qui est noir ou métis en tous les cas, mais en tout cas, la partie noire apparaît au premier plan. Sa collègue femme était, elle, au contraire, blanche. C'est un petit peu le contraste qu'il y a. Et on la reconnaît très bien au Pérou et même ailleurs parce que c'est une des rares saintes que l'on voit couronnée d'une couronne de roses. On l'appelle Santa Rosa de Lima, Sainte Rose de Lima. Ah oui, 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 Avec la oui. particularité, si on parle de la Belgique et de Bruxelles, c'est que si on rentre dans la cathédrale de Bruxelles, le premier vitrail à main droite représente une série de personnages, dont Sainte Rose de Lima. Mais Ah son oui. homologue masculin, et ce qui est intéressant, c'est qu'il était, bon, il a eu plusieurs offices, il a travaillé comme portier, il a balayé, il était balayeur un petit peu aussi dans le couvent, mais il est devenu infirmier et C'est infirmier vrai. de grand renom. D'ailleurs, maintenant, souvent, des personnes qui ont des pathologies difficiles à soigner ou qu'on n'arrive pas à soigner, etc., eh bien, portent des ex-voto à San Martín de Porres pour lui demander d'outre-monde, là où il est, d'encore continuer à les soigner et à les sauver des maladies, car il a sauvé des personnes de façon considérée comme étant totalement miraculeuse. Et là, il y a une sorte de Ah, ben, symbiose qu'on voit apparaître entre vous et peut-être le saint de Lima et du Pérou. ah, mais c'est peut-être le même, hein, mais je viendrai lui rendre visite quand je viens la prochaine fois au Pérou, Ah oui, mais un c'est un saint pays. qui est très vénéré ici à Lima, qui est connu de façon générale. Bien sûr, il y a eu des personnages dont on avait pu penser que ce sont des bougies qui ont noirci par exemple, il y a le Christ, le Seigneur de los Temblores, le Seigneur des tremblements de terre, qu'on vénère à Cusco et dans d'autres parties du pays, et qui a une apparence noire. Certains prétendent que c'est à cause des fleurs et du sucre des fleurs qu'on jette dessus, de la Ah oui, suie générée par les la bougies, suite, ce quoi. genre de choses. Voilà. Mais dans le cas du saint San Martín de Porres, là, il n'y a aucune ambiguïté possible. C'est véritablement un descendant Hein? afro-péruvien Ah oui. qui est sanctifié, qui a fait des miracles, puisqu'il faut au minimum 3 miracles pour pouvoir être considéré comme saint par l'Église, et qui a eu une renommée qui est extraordinaire et qui fait que chaque année encore, celle-ci, on fête la San Martín de Porres. Il y a d'ailleurs des jours fériés pour celle-là, et il y a des confraternités qui s'occupent de le vénérer. Son crâne a été reproduit en 3D dans le monastère et l'église de Santo Domingo, puisqu'il était dominicain, de même d'ailleurs Mhm. que sa consoeur Santa Rosa de Lima. Il a sa maison musée à Lima, dans le centre de Lima, un peu comme sa consoeur aussi, Santa Rosa de Lima. Et c'est quelque chose c'est vrai que c'est quelque chose qui était fort intéressant, sachant que la partie afrodescendante n'a pas été la plus favorisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ceci dit, il y a une grande partie de la population qui n'est pas obligatoirement afrodescendante,
nous avons des Andins, nous avons des descendants européens ici au Pérou, puisque c'est un mélange quand même de populations et de bien gens qui sûr. viennent d'horizons différents, mais qui ont ensemble cette même dévotion pour différents saints, dont euh, Saint Martin de Porres, qui a une place tout à fait spéciale dans cet ensemble de dévotions. Ah, intéressant. Eh ben, une étape de ma prochaine visite chez vous à Lima. Ah ben, on sera de toute façon très heureux de vous recevoir et éventuellement de vous amener, de vous guider peut-être dans un ou autre de ces endroits. D'ailleurs, il y a des très très beaux endroits dans les églises et les monastères. Certains d'ailleurs sont très fermés. On ne devine pas ce qu'il peut y avoir au-delà des murs et parfois c'est un véritable trésor qu'on va pouvoir y trouver. Mais dans les trésors, évidemment, ce sont les trésors de la littérature qu'on voit un peu avec vous. Il y a aussi le Muzungu, mangeur d'hommes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Oui. de cet ouvrage un peu particulier? Parce que Mangeur d'hommes, c'est Le- alors, pour le Muzungu majordome, le Muzungu, c'est l'homme blanc. Le Muzungu majordome, ça part d'une anecdote qui n'en est pas une, en tout cas d'une rumeur qui disait euh, il y avait des blancs qui mangeaient les gens. Et c'est ça, parfois en Europe aussi qu'on dit que c'est les curieux Noirs parce sont que des cannibales. voilà, Voilà. cette Ça dépend même du côté où pensée du- inverse. du côté où on se trouve. Mais en tout cas, je sais que dans ma campagne, là loin, euh, on a connu des personnes, en tout cas un Européen avec une barbe jusqu'à la poitrine, mal coiffé, en salopette, avec des bottes, et qui roulait qui n'avait jamais sa voiture. Bref, quelqu'un pour qui euh, dont les gens avaient peur, les gens pensaient vraiment que... Et ce gars-là, il partait le week-end, le vendredi soir, et il disparaissait, on ne savait pas où il allait, et on disait, mais ce type-là, il faut se méfier, il doit manger les gens. Alors que le gars allait voir sa copine à la capitale à la fin de la semaine. Voilà, donc le titre vient de là, mais l'histoire du livre, euh, en fait, c'est celle d'un couple de jeunes Hollandais qui viennent travailler au Rwanda. Et la femme est un médecin et son mari l'a accompagné, il n'a pas de travail. J'ai fait un peu les choses à l'envers parce qu'en général, en tout cas dans les années, l'inverse. C'était plutôt l'homme qui avait le contrat et la femme Accompagné. qui l'accompagnait. Et alors, le livre, en fait, parle de la façon dont deux personnes, et en l'occurrence un couple, la façon dont chacun dans ce couple-là peut rencontrer la culture de l'autre, peut s'adapter à cette culture, et avec tout ce que ça peut comporter comme complexité, euh, je veux dire, comme conséquence sur la vie du couple ou la vie professionnelle ou changer ou modifier le regard de chacun différemment. Donc, ça raconte cette histoire à travers des expériences différentes auxquelles j'ai pu assister, auxquelles j'ai pu... et puis, il y a aussi des choses que j'ai imaginées, mais en tout cas, ça reflète un peu des choses que j'ai observées, quoi. Parce que c'est vrai que dans cet ouvrage et dans la façon dont vous l'abordez, on devine en filigrane aussi le principe du métissage, les peurs que ça peut générer, les problèmes que ça peut générer, mais surtout aussi toutes les richesses ensuite que ça peut apporter et qui est en fait l'avenir du monde. Oui, c'est clair. Et ici aussi, je prends un peu un contre-pied de cette idée qui fait que lorsque un Européen, il suffit qu'il propose à un Africain de l'amener avec lui, en tout cas dans le cadre amoureux ou sentimental, que automatiquement l'Africain va le suivre ou la suivre. Mais ce fait que dans cette situation, ils sont confrontés à une culture très forte,
du garçon dont était amoureuse la femme médecin et qui n'a pas eu l'accord de sa famille pour partir en Europe et qui par contre a exigé que si la femme voulait vraiment l'aimer, elle devait rester pour vivre là, parce que la femme n'a pas voulu. Donc finalement, leur histoire s'est arrêtée là, mais ça montre que c'est pas automatique même si on sait que beaucoup de gens aspirent à partir en Europe, que pour des raisons soit familiales ou autres, l'aventure ne peut pas se faire dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand on Voilà. sent cet échec, c'est un peu, on a envie de rebondir dessus et de se dire, mais il doit bien y avoir un autre où ça va fonctionner dans un sens, dans l'autre. Et puis, vous, ça vous a amené non seulement à voyager en Belgique, vous êtes retourné au Rwanda, vous avez été en Bolivie, vous êtes passé au Pérou, vous êtes allé aussi à Panama. Et dans tous ces voyages, est-ce que vous avez trouvé un fil conducteur? Euh, oui, un fil conducteur qui est simplement l'humanité, qui est simplement l'humanité. D'abord, parce qu'au fond, on se ressemble tous et que ça dépend de nous, de là où on est, où on a grandi, dans quelle culture, comment on a été éduqué, mais que finalement, on peut, en tout cas en ce qui me concerne, je me sens aussi bien à l'aise en Bolivie qu'en Colombie, qu'au Panama et qu'au Rwanda ou en Belgique. Donc, moi, ce n'est pas l'endroit où la couleur des gens qui m'importe, même si dans ce voyage en Amérique latine, je me suis intéressé vraiment aux Afro-Boliviens, aux Afro-descendants, et les rencontrer, voir comment ils vivent, euh, parce qu'ils vivent quand même souvent des difficultés, en particulier des difficultés qui sont liées à leur couleur, à leurs ethnies. Ce n'est pas que là-bas, mais quand je les rencontre, c'est souvent des gens qui ne sont pas les plus privilégiés de la société. Et moi, j'aime bien aller vers les gens qui sont les moins mal lotis de la société voilà, pour découvrir ce qu'eux ils vivent et euh, ouais, pour découvrir d'autres expériences parce que moi j'y vais en tant que privilégié. Donc, et, si c'est pour rencontrer d'autres personnes privilégiées et reprendre l'avion, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, En je fait, vais aller dans le... Pardon? quand vous arrivez quelque part, euh, vous êtes aussi peut-être quelque part la preuve vivante de ce que ce n'est pas une fatalité absolue que d'être obligé de vivre dans les conditions dans lesquelles vivent les personnes que vous avez rencontrées en Amérique latine et qui ont un petit peu cette espèce de malédiction de se dire, voilà, nous sommes dans une situation de pauvreté, de difficulté qui nous est imposée pour une bonne partie de la société dans laquelle nous nous trouvons. Il y a un ostracisme aussi d'une partie de la société. Et est-ce que nous allons devoir comme ça terminer jusqu'à la fin des mondes ou la fin du monde? Mais vous, quelque part, vous êtes la preuve vivante du contraire. Non, il y a moyen de sortir, il y a moyen d'expurger tout ça, il y a moyen de l'écrire et il y a moyen de transformer tout ça en une force. Sauf que quand même, c'est dans la lutte toujours. En tout cas, chez l'humain, il y a toujours euh, cette chose qui fait que cet individualisme qui fait que celui qui possède, celui qui a la chance euh, d'être plus haut, là au-dessus, euh, il est rare qu'il prenne l'initiative de lui-même, de se dire, tiens, j'ai beaucoup, j'ai trop, il faut que je dispatche. C'est souvent dans la lutte que les choses s'obtiennent. Et ce qui fait que ceux qui sont privilégiés, ceux qui sont riches, ceux qui possèdent, ils continuent à posséder. Et ce n'est pas un réflexe de vouloir toujours partager ou de penser à ceux qui sont plus bas. Et quand les forces sont tellement inégales,
euh, ça reste comme ça. Donc, il faut qu'à un moment aussi, euh, ceux qui sont en bas s'élèvent de plus en plus haut et souvent, ils n'ont pas beaucoup de moyens de le faire. Donc, c'est dans la lutte et c'est pour ça que ça prend du temps. Euh, Parce que vous pouvez réclamer, mais si vous n'avez pas de force à mettre, à contrebalancer celui qui est en face de vous, donc vous n'obtenez pas généralement grand-chose. Donc, il faut que les gens se mettent ensemble, que les gens expriment leurs revendications, leurs souffrances, jusqu'à ce que l'autre l'entende. Et Est-ce que vous j'ai comptez... l'impression que c'est un peu et là, cette guerre, cette lutte qui continue, et c'est aussi en Afrique, tous les gens euh, qui continuent en courrière ont montré beaucoup de personnes qui ont péri dans la mer en voulant aller en Europe. Et quand on imagine que beaucoup de richesses dont jouit le monde viennent d'Afrique, et donc il faut essayer de lutter, mais de trouver quelque chose qui regroupe une unité qui fait qu'on puisse avoir une force à mettre en balance avec ceux qui sont en face de nous pour pouvoir exister. Sinon, les inégalités resteront. Donc, pour moi, c'est très compliqué et c'est pas que je suis blasé ou que je suis défaitiste, mais je sais que pour obtenir des choses, il faut parfois aller les chercher, lutter pour les avoir, et c'est ça aussi la liberté. Euh, et quand on est petit et qu'on est une minorité, c'est encore plus difficile d'obtenir des choses. Et, et je pense par exemple aux Afro-Boliviens il y a une vingtaine d'années, même pas, n'étaient même pas recensés dans le pays, quoi. Et donc, au niveau identité culturelle, au niveau même recensement, il n'était pas connu. Donc, euh, donc on m'a expliqué ça pour les élections. Il fallait mettre ou indigène, ou blanc, ou métis, mais noir, il n'y avait pas, par Et est-ce que exemple. votre livre pourrait, enfin vos livres, votre écritoire, votre plume pourrait être considérée comme une sorte de petit élévateur, d'ascenseur pour essayer de tirer vers le haut, voire, pourquoi pas, d'armes pour essayer de pourfendre les inégalités en les montrant avec beaucoup de délicatesse, parce qu'en définitive, dans ce qu'on retrouve dans vos livres, on retrouve beaucoup moins de, de mise en conflit des personnes plutôt que des situations. On trouve beaucoup plus de douceur, de sensibilité et de façon d'amener les choses en douceur. Un petit peu comme quand vous parlez avec, vous faites parler les enfants, vous faites parler la maladie, tout ça a l'air de se faire avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, pas vraiment de conflit, de bataille, de rage. Tout ça se fait avec énormément de douceur. Alors, il y a un paradigme là qui est tout à fait intéressant en se posant la question, vous vous sentez comment dans ce cadre-là? Vous dites qu'il faut la lutte, mais en même temps, vous êtes surtout quelqu'un qui soigne. C'est-à-dire que j'écris mes livres avec les yeux avec lesquels je regarde le monde. Ça veut dire que euh, c'est des romans, hein, et qui n'ont aucune prétention de pouvoir influencer le monde, mais simplement je dis ce que je vois avec ma voix propre, et qui est dans les romans, et qui c'est pas des essais que je fais, et j'observe et je raconte avec ma sensibilité. Donc je ne pense pas que c'est ça qui puisse changer quoi que ce soit, mais je sais que c'est aussi les gens qui me lisent, qui lisent ce que j'écris, voilà, souvent j'ai des chouettes retours, mais euh, et ça me suffit et ça me plaît. Euh, Parce que ce n'est pas des livres qui ont la prétention de vouloir
changer fondamentalement des choses. Peut-être ça peut changer le regard des gens euh, qui me lisent. Euh, mais voilà. Donc, c'est vraiment, je suis et j'écris qui je suis. J'écris à partir euh, de mon expérience en tant qu'être humain, euh, avec mon regard à moi. Et, mais je constate des choses et je les dis à ma manière, comme je suis en train de le dire maintenant. Et en me disant que l'humain, quand même, euh, j'ai souvent l'impression que c'est son côté un peu euh, euh, ténébreux qui parfois peut prendre le dessus sur l'humanité. Donc, et que mon idée aussi, c'est de pouvoir apporter ce regard humain qui en m'adressant à ces personnes-là euh, qui oppriment les autres, mais à ma manière. Et voilà, c'est ma façon à moi de lutter en racontant des choses dans mes romans, essentiellement. Mais je crois qu'effectivement, il y a une sorte d'ostracisme qui fait qu'on ne veut pas voir les gens. Vous voulez les faites voir, vous leur apportez de la visibilité. D'ailleurs, de façon générale, quand on voit les groupes de personnes qui ont été ostracisées, que l'on parle des LGBTQI, etc., la partie homosexuelle, lesbienne, etc., quand on parle euh, aussi d'autres personnes qui ont été victimes, quand on parle des femmes, parfois de façon générale, qui ont été, elles, méprisées, pas valorisées assez, ce genre de choses. Le fait que maintenant, elles commencent à entrer dans la littérature, elles entrent dans le cinéma, elles entrent dans les feuilletons, on commence à leur donner beaucoup plus de visibilité, mais aussi la visibilité de leur capacité de faire voir ce qui aurait dû être évident pour tout le monde. Il n'y a pas d'inégalité de façon générale qui est liée à des gènes, qui est liée à une fatalité ou qui est liée à une physionomie, mais bel et bien, c'est simplement quelque chose qui a été imposé par d'autres. Mais si on va plonger pour les voir, si on leur donne de la visibilité, tant par celui qui crée, dans ce cas-ci l'écrivain, que par les sujets qu'il va développer et qu'il met en rapport avec d'autres, je crois que petit à petit, il y a ce phénomène de visibilité, de compréhension, voire d'amour, et on parlait de mixité et de métissage, qui peut naître et qui reprend sa place, la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. C'est clair que euh, la, la, encore une fois, ça, moi, ce que je raconte, c'est ce que je pratique aussi. Donc, ça me ressemble, je ne me travestis pas. Euh, moi, je parle de cette fraternité humaine qui dépasse les frontières, qui dépasse les couleurs, qui dépasse, oui, toutes sortes euh, de frontières qui peut exister entre les gens, entre les communautés, euh, entre les pays, et, tout en sachant que c'est ma façon à moi de le voir, je le partage avec d'autres, mais que d'autres ont d'autres armes pour pouvoir le faire, et que malheureusement, souvent, les forces sont inégales. Voilà. Et que, mais le fait d'en parler, justement, tu le disais tout à l'heure, va faire que les problèmes qui étaient tus, hein, dont on ne parlait pas, sont mis voilà, on en parle, que les gens prennent connaissance, que les mentalités évoluent, et c'est quelque chose qui est très lent et euh, qui prendra sans doute de temps, beaucoup de temps pour que les choses changent, mais c'est par petites étapes que les choses bougent. Et ça, j'en suis pas mécontent finalement parce que je suis conscient que
Il n'y a pas de petite baguette magique pour faire basculer les choses. Il faut rester un peu réaliste. C'est vrai. Mais c'est à partir de là peut-être que des solutions pourront petit à petit se dessiner. Et en tous Ça, les c'est cas, clair. c'est ce qu'on espère. Nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je crois que c'est, en tous les cas, on vous remercie beaucoup de votre disponibilité et de la possibilité que vous nous avez donnée de ce contact entre Pérou, Rwanda et quelque part une triangulation avec la Belgique, puisque vos ouvrages sont publiés en Belgique. Vous êtes belge aussi, non seulement rwandais, mais également belge. En tous les cas, mille merci. Je vous embrasse depuis le Pérou Alors, avec beaucoup d'émotion parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Je crois que vous avez encore quelque chose que vous voulez ajouter. oui, c'est vraiment extraordinaire. C'est plutôt vous qui êtes extraordinaire parce que vous faites beaucoup de choses aussi au Pérou et où vous habitez depuis, je ne sais pas moi, des 30, 40 ans, je ne sais plus combien de temps vous habitez là. Donc, vous êtes aussi péruvien que belge et africain aussi. Donc, vous êtes aussi quelqu'un euh, de partout. Et je voulais juste signaler que donc on a parlé d'Amérique latine et ma connexion avec ce continent. Euh, donc le roman que je viens de publier euh, au mois de février qui se passe en Bolivie s'appelle Enquête, donc la quête, Enquête de nos ancêtres, publié aux Impressions Nouvelles en Belgique. Et d'ailleurs, je viens présenter ce livre en Bolivie au mois de décembre à l'occasion d'une tournée pour laquelle j'ai eu la chance d'être invité par l'Alliance française de Bolivie. Donc, j'espère que je pourrai m'arrêter à Lima pour vous saluer. En En tout tout cas, cas, mille merci de votre accueil. on espère pouvoir vous y recevoir. En tous les cas, si vous passez par le Pérou, nous serons très heureux de vous recevoir, de vous loger, de vous accompagner. Ah, Et on espère merci que beaucoup. d'autres que nous aussi auront cette possibilité. Comme ça s'est passé la première fois lorsque vous êtes passé ici au Pérou, pouvoir être reçu par d'autres personnes de la communauté francophone, de la communauté hispanophone, de la communauté afrodescendante. Et Oui. en tous les cas, grand merci encore de votre disponibilité. À très, très vite. Un tout grand merci en tout cas. Et j'ai été ravi. Et je vous envoie, j'allais dire, je vous envoie le soleil de Kigali, mais vous en avez aussi à Lima, donc ça va. Même si nous sommes dans la période d'hiver, là, mais c'est vrai que tout ça, ça fera toujours un peu de bien d'avoir un peu de votre soleil. Grand merci, Ok. Monsieur Joseph. Allez, allez, bonjour aux Péruviens et à très, très bientôt. Merci.